que nous allons passer ensemble. Donc, une matinée, 1h30 consacrée à un temps d'échange autour des parcours emploi compétences. Je ne vais pas m'étendre sur ce que sont les parcours emploi compétences parce que nous allons y consacrer l'heure qui vient, mais très rapidement, un dispositif qui a été mis en place en 2018 qui a succédé à ce qu'on appelait les contrats aidés, même si ces PEC en sont également, mais avec des modalités revues. Un dispositif qui a été relativement peu sollicité par les acteurs associatifs ces dernières années, bien qu'il soit la cible employeur principale. Les raisons de ce webinaire aujourd'hui, c'est que les modalités des PEC ont évolué ces derniers mois, qu'il y a une offre importante en la matière. Il nous semblait intéressant et important de faire connaître ces évolutions aux acteurs associatifs pour que vous puissiez les uns et les autres savoir exactement ce qu'il en est. Nous avons donc autour de l'écran pour explorer, vous présenter toutes ces modalités et répondre à toutes vos questions, plusieurs intervenants que je remercie beaucoup de leur participation. Pour la DGEFP, M. Olivier Toche et Mme Marie-Amélie Chabot qui vont nous présenter en détail le dispositif. David Cluzot, le délégué général d'Exopé, que certains connaissaient sous le nom du CNEA et qui vous présentera plus en détail. Sonia Puy-Ségur et M. Dancos Caso pour Pôle emploi, qui aussi apporteront le regard du prescripteur, si j'ose dire. Voilà, quelques… alors, mon dérouleur ne marche plus. Voilà, quelques points techniques avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous avez pu le constater, hein, seules les caméras et les micros des intervenants sont actifs. On est dans un format webinaire. Le chat vous permet de poser des questions qui seront ensuite transmises à l'oral à nos intervenants, ou certaines pouvant aussi recevoir une réponse en direct. Mais vous le savez, vous êtes certainement habitués maintenant de ces espaces webinaires et ces modes webinaires et ces espaces de chat. Le chat n'est pas le lieu de discussion, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, mais plutôt le lieu où vous pouvez poser des questions. Enfin, l'ensemble des ressources qui sont liées à ce webinaire et la vidéo du webinaire vous seront adressées par mail d'ici quelques jours et seront accessibles sur le site internet du mouvement associatif. Voilà, donc sans plus attendre, je laisse la parole à M. Toche qui va nous présenter de façon un peu générale l'esprit du dispositif avant que Marie-Amélie Chabot rentre dans les détails. Monsieur Toche, je vous laisse la parole. Et, bonjour à toutes et à tous et un grand merci au mouvement associatif pour cette invitation. Donc, je vais essayer très rapidement de vous rappeler un petit peu les enjeux avant de passer la parole à Marie-Amélie Chabot, qui est chargée de mission à la déléguée générale à l'emploi et la formation professionnelle. Vous savez que, comme vous le savez, la crise sanitaire a particulièrement affecté les jeunes et impacté les territoires les plus fragiles. Une récente étude qui est publiée le mois dernier de la DARES montre en particulier que les jeunes ont reporté, les jeunes qui étaient en études ont reporté leur sortie sur le marché du travail et que par ailleurs, un indicateur très précisément, les jeunes qui sont ni en études ni en emploi ont augmenté de plus de 5%. Autant de clignotants qui étaient quand même qui expliquent pourquoi le gouvernement a choisi effectivement pour remédier et limiter les impacts de cette crise sanitaire, de lancer un plan d'abord ciblé sur les jeunes. C'est le plan Un jeune, une solution dont vous avez sûrement tous entendu parler, pour que chaque jeune trouve une solution avec l'ensemble des mesures qui sont proposées. C'est une somme importante qui est consacrée par l'État, puisque 9 milliards d'euros sont affectés à ce plan, qui viennent en complément des crédits de droit commun qui existaient au préalable et qui permettaient avant cela de financer aussi les contrats aidés, mais qui à l'époque étaient ciblés sur les territoires ultramarins et sur le renouvellement des contrats aidés. Là, c'est vraiment un coup de pouce très important, d'abord en direction des jeunes. Alors, dans le plan, il y avait 3 volets, donc je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais un volet sur la faciliter l'entrée dans la vie professionnelle avec un certain nombre d'aides exceptionnelles. Et vous avez peut-être en tête les aides exceptionnelles à l'apprentissage. C'est le succès, puisqu'il y a eu l'année dernière plus de 525 000 apprentis, jeunes qui sont entrés en apprentissage, quasiment 40%
par rapport aux chiffres précédents, même si ce succès n'est pas que dû au plan Un jeune, une solution, il y a une évolution de fond qui s'observait déjà un peu avant la crise. Le plan a permis un vrai coup d'accélérateur, en tout cas sur ce mode. Il y a aussi dans le plan plus de 100 000 missions de service civique dont je sais que les associations se sont emparées du dispositif. Et là, accueillent en tout cas beaucoup de jeunes sur des missions d'utilité sociale, dispositif qui est une dispositif d'aide à la citoyenneté, plus qu'une mesure emploi, même si elle est cataloguée dans le plan sous ce volet. Il y a aussi tout un volet sur les formations, dans lesquelles je ne reviendrai pas, mais pour lesquelles, en particulier, sur ce qu'on appelle à projet, il se peut que parmi vos associations, vous ayez été candidate ou déposé en tout cas des projets dans ce champ. Enfin, et c'est là le sujet qui va nous intéresser ce matin, un certain nombre de dispositifs ont été renforcés pour permettre d'accompagner les jeunes les plus éloignés de l'emploi, leur permettant de construire des parcours d'insertion avec en particulier un doublement des aides qui sont pensées dans les missions locales, que vous connaissez bien, le doublement de la garantie jeune dont on parle beaucoup dans l'actualité, et le recours renforcé au contrat aidé et les PEC dont on va parler ce matin, mais aussi l'insertion par l'activité économique, qui est aussi un dispositif qui existe, mais qui s'adresse plutôt aux personnes, pas seulement les jeunes, les plus éloignés de l'emploi. On peut passer à la diapositive. Donc, ce plan s'est enrichi fin 2020, début 2021, de mesures plus spécifiques, de mesures complémentaires en direction des quartiers politiques de la ville, les fameux QPV, et aussi des zones de revitalisation rurale. Vous vous souvenez sans doute de la mobilisation des maires des communes de banlieue qui, effectivement, avaient réclamé qu'il y ait un dispositif complémentaire en direction des quartiers, mais aussi le monde rural et l'agenda rural était pour effectivement ces enjeux. Et donc, l'ouverture, en tout cas, d'un certain nombre de contrats aidés, plus spécifiquement, Marie-Amélie vous en parlera, destinés aux résidents de ces territoires fragiles, et là, sans condition d'âge. Donc, l'important, c'est qu'il y a des conditions d'âge pour les PEC jeunes, mais pas de conditions d'âge pour les PEC dans les QPV et les zones à revitalisation rurale. C'est le dispositif en direction de ce territoire. Il n'y a pas que les contrats aidés, il y a aussi d'autres dispositifs. Dans la discussion, on pourra y revenir si vous le souhaitez. On peut passer peut-être à la diapositive suivante, parce que ça ne va pas être trop long. Toutes ces mesures qui parfois sont un peu compliquées à comprendre puisqu'elles sont très riches et très variées et ciblées sur des publics parfois différents, vous les retrouverez sur le site, le plan Un Jeune, sur le site unjeunenutrition.gouv.fr. Je suppose que si vous n'avez pas encore revu, je vous invite à aller voir, puisque c'est aussi un agrégateur de contenu. Et il y avait deux entrées, une entrée pour les jeunes, qui sont les premiers concernés en tout cas, puisque c'est la jeune solution, et une autre entrée pour les employeurs que vous pouvez être en tout cas, et qui vous explique effectivement sur comment s'engager pour la jeunesse, comment déposer une offre de stage, comment bénéficier des aides dont on va parler, et comment s'engager dans le mentorat aux associations employées. Voilà un petit peu ce que je voulais dire, en tout cas en préambule. Donc, dans tout cet ensemble, et c'est la suivante, nous allons aujourd'hui s'intéresser à un des dispositifs qui est mis en avant et qui est une vraie opportunité, en tout cas, pour les associations pour recruter des personnes et les aider dans un parcours vers l'emploi, vers l'acquisition de compétences, à s'insérer dans le monde professionnel. C'est les parcours emploi-compétences dont va vous parler Marie-Amélie Chabot, à qui je cède la parole et qui va dire de quoi il s'agit et comment les associations peuvent s'en saisir. Voilà. Merci pour votre écoute. J'ai essayé d'être bref, en tout cas, dans cette introduction. Bonjour à tous, merci Olivier pour la parole. Alors, donc Marie-Amélie Chabot, je travaille à la Délégation générale de l'emploi et de la formation professionnelle et je suis plus particulièrement en charge des parcours emploi-compétences. Donc, je vais d'abord m'insérer dans le discours d'Olivier sur les possibilités existantes, notamment ouvertes par ces deux plans qui ont été lancés, le plan jeune et le plan de nouvelles mesures pour prévenir et lutter contre la bascule dans la pauvreté. Et puis après, je vais rentrer un peu plus techniquement parlant dans le comment cela peut être mis en place. Alors,
Tout d'abord, le plan jeune, donc le plan Un jeune, une solution, dont pareil, comme Olivier, je vous incite à aller voir la plateforme qui a été créée pour l'occasion et qui vous permet en fait de voir les différentes options qui s'ouvrent à vous en tant qu'employeur. Le plan Un jeune, une solution prévoit sur 2020 et 2021 160 000 jeunes qui entrent en emploi par le biais d'un parcours emploi compétences, d'un PEC. Et en 2021, ce sont 100 000 jeunes donc, qui peuvent entrer en emploi par le biais d'un PEC. Avec le plan de nouvelles mesures pour lutter et prévenir contre les bascules dans la pauvreté, ce sont 48 000 personnes qui peuvent entrer en emploi par le biais d'un PEC QPV-ZRR, puisque ce sont des PEC qui se destinent aux personnes résidentes en quartier prioritaire politique de la ville et en zone de revitalisation rurale. Et donc là, ce sont, comme Olivier l'a dit, des personnes tout public, sans condition d'âge. Voilà, donc vous voyez, rien qu'avec ces deux dispositifs sur 2021, on est près de 150 000 personnes qui peuvent rentrer en emploi par le biais d'un PEC. Mais alors, qu'est-ce qu'un PEC ? Vous connaissiez sûrement la formule précédente des CUI-CAE. Alors, sachez que juridiquement parlant, cette formule existe toujours. Malgré la réforme qu'il y a eu en 2018, les parcours emploi compétences sont des CUI-CAE, juridiquement parlant. Ce qui change, c'est leur mise en application, c'est la doctrine. Et donc, du coup, je vais pouvoir vous expliquer quelles sont les différences. D'abord, pour ceux qui ne connaissaient pas les CUI-CAE, la question de qu'est-ce qu'un contrat aidé ? C'est un contrat qui, en échange de l'embauche d'une personne qui est éloignée de l'emploi, l'employeur reçoit une aide qui s'appelle l'aide à l'insertion professionnelle. Donc voilà, comme son nom le dit, c'est vraiment une aide qui permet l'insertion de la personne dans un emploi. Donc il y a plusieurs objectifs. Pour un jeune, par exemple, ça peut être l'accès à un premier emploi ou un emploi de réorientation. Voilà, en tout cas, ça s'adresse. Donc c'est la question de savoir pour quel salarié. Ça s'adresse aux personnes qui sont sans emploi et qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Donc ça, c'était déjà le cas pour les CUI-CAE. Cependant, ce n'était pas forcément appliqué en tant que tel. Donc là, il y a eu un retour un peu au droit tel que écrit dans le Code du travail. Donc du coup, voilà, c'est vraiment les personnes qui sont éloignées de l'emploi. Cette question de l'éloignement de l'emploi est évaluée par un diagnostic global qui est mené par Pôle emploi, qui pourra du coup vous en parler un peu plus après. Mais voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre service public de l'emploi, mission locale, Cap emploi pour les personnes travailleurs handicapés et également Pôle emploi, qui du coup émet ce diagnostic global des freins périphériques de l'éloignement à l'emploi des personnes. C'est-à-dire que l'éloignement de l'emploi à l'emploi peut être lié à plusieurs faisceaux d'indices qui sont donc du coup recensés par Pôle emploi ou par le service public de l'emploi de manière globale pour après orienter cette personne vers la solution qui lui est le plus adaptée, dont potentiellement les parcours emploi compétences. Alors du coup, pour quels salariés avec le plan Un jeune, une solution, ce sont les jeunes donc de moins de 26 ans ou de moins de 31 ans lorsqu'ils sont travailleurs handicapés. Et pour les QPV et ZRR, ce sont les personnes résidentes de QPV ou de ZRR sans condition d'âge donc. Pour quels employeurs ? Pour tous les employeurs du secteur non marchand, donc, dont les associations, évidemment. Vous êtes un des employeurs phares de ce dispositif-là. L'autre employeur phare sont un peu les collectivités territoriales, mais globalement, c'est surtout le monde associatif qui est recruteur des parcours emploi compétences. Donc, voilà. C'est vraiment la condition initiale, c'est faire partie du monde non marchand et du monde associatif. Alors, quels sont les contrats parcours emploi compétences ? Donc, ce sont des CDD ou des CDI. Quels sont les avantages en fait que ça vous apporte ? Lorsque vous recrutez un jeune en parcours emploi compétences, vous bénéficiez donc d'une aide à l'insertion professionnelle qui est de 65% du SMIC horaire brut. Donc, vous avez un reste à charge de 35% sur des durées hebdomadaires de travail de 20 heures à 30 heures. Donc, le contrat peut être plus long, mais la prise en charge est de 20 heures à 30 heures. Et pour les PEC UPV ZRR, c'est aussi des durées de travail hebdomadaires de 20 heures à 30 heures, mais par contre, c'est un taux de prise en charge à 80%, donc ne laissant un reste à charge que de 20% sur ces publics-là. Donc, ce sont des taux très intéressants, ce sont des contrats très intéressants avec des volumes aussi de réalisation possibles très intéressants en 2021, qui s'inscrivent vraiment dans cette question des deux plans qui ont été mis en place pour sécuriser les parcours des personnes les plus fragiles et pour essayer de permettre de maintenir une certaine forme d'activité et d'emploi pour ces personnes qui sont potentiellement déjà fragilisées. Donc, l'idée des parcours emploi compétences, vous l'avez
compris, c'est une certaine forme de réorientation sur le salarié, qui est donc une orientation de la personne éloignée de l'emploi dans un parcours d'insertion. Le contrat est de minimum 6 mois. Il est renouvelable. Il est renouvelable sur 24 mois globalement. L'aide à l'insertion professionnelle est renouvelable sur 24 mois. 36 mois lorsque le contrat a été interrompu par la crise sanitaire, mais si vous vous lancez dans un recrutement actuel, vous serez un peu moins concerné, mais en tout cas, si vous avez des PEC déjà dans votre structure, sachez que s'il a été interrompu ou si la formation n'a pas pu être mise en place, il est renouvelable de manière dérogatoire sur 36 mois pour du coup permettre que ce soit un véritable parcours d'insertion qui permette donc aux bénéficiaires de justifier de compétences réelles et réellement acquises, ou de 5 ans lorsque la personne est senior ou est travailleur handicapé, ou jusqu'au droit à la retraite pour les personnes qui ont 58 ans et plus. Donc, on a tendance à croire que ce sont des contrats courts parce qu'on entend souvent parler des 6 mois. Sachez qu'en fait, nous, on préconise des contrats de minimum 9 mois, puisque en fait, 9 mois permet aux personnes de s'insérer plus facilement ensuite dans l'emploi. C'est une expérience qui est plus vendeuse auprès des différents employeurs et donc ça permet aussi aux salariés d'avoir acquis de plus grandes compétences ou d'être plus sûr dans ses compétences pour après les vendre dans un marché de l'emploi ou sur un bassin d'emploi. Donc on a tendance à croire que ce sont des contrats courts. Sachez qu'en fait, voilà, ce sont des contrats qui peuvent être des contrats CDI et l'aide l'aide est renouvelable jusqu'à 24 mois. Voilà, pour le droit commun et après plus sur des questions dérogatoires qui existent dans le code du travail. Alors, c'est là où il y a un petit changement de doctrine. Donc, quel est l'engagement pour l'employeur? L'aide à l'insertion professionnelle, vous l'avez compris, c'est en contrepartie du coup de l'embauche d'une personne en insertion. Donc, ce qu'on va demander à l'employeur, c'est de mettre un cadre qualitatif insérant autour de ce salarié, c'est-à-dire l'accompagner dans sa prise de poste, l'accompagner dans sa culture de structure, à apprendre les codes, à apprendre comment votre structure fonctionne. Pour cela, vous allez devoir nommer un tuteur. Ce tuteur est un salarié, mais nous l'ouvrons maintenant également aux bénévoles. Donc, si vous êtes une association entièrement bénévole qui voulait accéder à un premier emploi et donc du coup vous professionnaliser, c'est tout à fait possible d'avoir recours à un contrat aidé pour cela, puisque du coup nous ouvrons la possibilité à un bénévole d'être tuteur. Alors, on vous demande que cela soit fait en bonne intelligence dans le sens où ça suppose que ce tuteur soit en capacité d'accompagner une personne en insertion à un premier emploi. Donc, ça suppose que ce tuteur connaisse bien la structure dans laquelle il travaille et qu'il ait les qualités nécessaires pour pouvoir être le référent, le tuteur de cette personne-là, donc c'est-à-dire répondre à ses questions lorsqu'il a besoin et l'accompagner voilà, dans les questions du quotidien, les petits doutes qu'il peut rencontrer ou le projet qu'il souhaite construire. La formation est obligatoire. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui peut faire peur. Sachez que globalement, avec les règles de la FEST et autres, on est quand même dans une démarche globale d'essayer de former ces salariés. Donc, rien de bien nouveau en fait en soi pour les parcours emploi-compétences. C'est quelque chose que généralement, vous mettez déjà en place. Les parcours emploi-compétences, votre bénéficiaire de parcours emploi-compétences s'insère complètement dans les formations que vous mettez déjà en place, donc soit par le biais de votre OPCO, notamment Uniformation, soit dans les formations internes que vous mettez, que vous avez. Il n'y a pas d'obligation d'intensité, de durée sur ces formations-là. Donc, les formations internes sont valables voilà, dans un cadre de formation. Si tout cela n'est pas possible, si vous avez la possibilité de pérenniser le poste, c'est une condition nécessaire pour votre éligibilité, voilà, pour recruter un parcours emploi-compétences. Donc, votre éligibilité en droit, si vous êtes à une association du secteur non marchand, cela fonctionne. Et en doctrine, c'est votre capacité à proposer un parcours insérant à la personne. Donc, quels sont vos avantages derrière cela? En dehors de l'aide à l'insertion professionnelle, dont je vous ai dit que les taux étaient très intéressants, donc je le répète, 65% de prise en charge par l'État sur le SMIC horaire brut pour les jeunes et 80% de prise en charge par l'État sur le SMIC horaire brut pour les personnes résidant de QPV et de ZRR. Les autres avantages, c'est qu'en fait, vous avez une personne que vous formez complètement aux règles de votre structure, donc ça vous permet potentiellement de mieux gérer votre gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de votre structure, donc de faire un peu voilà, une gestion de GPEC, comme on dit, au niveau RH, mais ça vous permet aussi tout simplement d'avoir un salarié que vous
faites grandir, que vous faites monter en compétence dans votre structure et donc d'avoir après un salarié qualifié que vous pouvez potentiellement pérenniser dans votre emploi ou que vous pouvez recommander du coup ensuite dans un bassin d'emploi que voilà, avec des acteurs que vous connaissez. Ça est évidemment une action qui est valorisable puisque socialement responsable. Et ensuite, ça vous permet aussi d'avoir une certaine forme de lien privilégié avec le service public de l'emploi, puisque du coup, il y a un référent au sein du service public de l'emploi qui accompagne le salarié tout au long, ce qui est un peu une différence avec d'autres parcours, c'est-à-dire que le salarié, même une fois qu'il est en emploi, continue à avoir des liens privilégiés avec son référent, et vous aussi, vous avez des liens privilégiés avec ce référent-là, Pôle emploi, notamment, ou mission locale pour les jeunes aussi. Et donc, voilà, donc vous avez ce lien privilégié avec le service public de l'emploi. Vous êtes accompagné dans les formations à trouver, vous êtes accompagné dans cette démarche d'insertion. Donc, voilà, vous n'êtes pas lâché sur un parcours d'insertion, vous êtes vraiment accompagné. Et il y a notamment la prestation compétences PEC qui existe. Donc, compétences PEC, c'est une prestation dans laquelle vous pouvez inscrire votre salarié et qui permet à votre salarié de faire une démarche de VAE, ce qui est très intéressant pour ces personnes qui sont éloignées de l'emploi parce que généralement, le petit coche qui manque sur leur CV, ça peut être la question du diplôme ou de la certification. Et en fait, compétences PEC permet à votre salarié d'acquérir ce fameux coche de la certification, donc soit par le biais d'une VAE qui est donc spécifique aux personnes en parcours emploi compétences et qui permet donc du coup de valoriser les acquis pendant le PEC, mais aussi avant le parcours emploi compétences, ou du coup une reconnaissance des savoir-faire professionnels, la fameuse RSFP, ou pour les compétences de base, clé à socle. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher encore une fois de votre service public de l'emploi qui vous permettrait de vous redire tout cela, mais sachez que lorsque vous accompagnez votre salarié en insertion, il y a des dispositifs à côté qui complètent le PEC et qui vous permettent de l'inscrire voilà, dans une démarche vraiment valorisante qui lui permet d'avoir à la fin le petit Graal qui manque potentiellement à son CV. Voilà, sur votre accompagnement, en plus de ce référent-là Pôle emploi, ce qu'on va vous demander, c'est donc de rencontrer ce référent-là. Donc, dans l'entretien tripartite, c'est un temps de rencontre qu'il y a entre vous, le salarié, le futur salarié et du coup le référent de ce salarié au sein du service public de l'emploi. Et donc, du coup, c'est un entretien à 3 voix qui vous permet d'échanger sur les difficultés potentielles de ce salarié-là et sur le parcours à mettre en place et sur également les formations que vous pourriez proposer à ce salarié-là. C'est ce qu'on appelle l'entretien tripartite, c'est un peu l'entretien fondateur de ces parcours emploi compétences. Donc ça, c'est une différence qu'il y avait avec les CAE. C'est l'engagement qu'on vous demande. Sachez que voilà, il y a toujours des possibilités de faire différemment dans le sens où avec la crise sanitaire, cet entretien tripartite a pu se faire à distance ou ce genre de choses. Donc, tout ce qui peut apparaître comme contraignant, sachez qu'il y a des souplesses qui existent et qu'après, voilà, c'est quelque chose qui se construit aussi avec le référent du service public de l'emploi. Donc voilà, vous avez cet entretien tripartite et ensuite, vous avez un lien qui se fait notamment par livret ou par échange téléphonique avec ce référent-là tout au long du parcours pour savoir comment ça se passe et si vous rencontrez des difficultés quelconques, le service public de l'emploi est là pour du coup vous accompagner et répondre à vos questions. Voilà. Donc, à cette idée qu'on a souvent, c'est oui, mais du coup, c'est un parcours qui est lourd, c'est un parcours qui est difficile à mettre en place. Sachez que voilà, ce sont des CUI-CAE. La seule différence, c'est cette question de l'insertion dans l'emploi des personnes. C'est une réorientation de ces parcours vers les personnes en insertion. Ce sont des contrats qui peuvent être renouvelables, ce sont des contrats qui peuvent être des CDI, ce sont des contrats qui sont de 20 heures à 30 heures, enfin qui sont pris en charge sur des fourchettes de 20 heures à 30 heures donc, en 2021. Seul l'entretien tripartite est obligatoire. Les formations en interne sont possibles. Vous pouvez inscrire votre bénéficiaire dans ce parcours-là de formation en interne et c'est quelque chose qui est validé et qui est valable. Vous n'avez aucune obligation quant à la durée et l'intensité de la formation. Pareil, là, c'est un rapport de confiance qu'on met en place avec vous. C'est une question de légitimité de cette formation-là et d'apport de cette formation pour le salarié, évidemment. Donc, il faut que la formation soit qualitative et soit appropriée. Mais voilà, il n'y a pas d'obligation de densité ou de durée.
Le tout, c'est d'élaborer en fait un parcours qui est adapté à la personne que vous recrutez, qui finalement est quelque chose que vous faites naturellement pour n'importe quel nouveau salarié au sein de votre structure. À partir du moment où vous êtes employeur et que vous avez une politique RH, vous prenez un salarié qui puisse convenir à votre structure et que vous pouvez accompagner au sein de votre structure et de telle façon à ce que ça se passe bien. Donc, c'est vraiment juste cette idée-là, les parcours emploi compétences, c'est juste qu'on a formalisé cette question de l'accompagnement du bénéficiaire. Donc, je vous le redis, le tutorat peut être mis en place par un bénévole. Donc voilà. Alors, les PEC, est-ce que ça fonctionne? Bah, écoutez, les retours sont plutôt positifs. Donc, ce sont des retours qui ne viennent pas des GEFP. Donc, il y a ce regard un peu neutre. Ça vient de la DARES, qui est donc du coup l'organisme qui effectue du coup des évaluations des politiques publiques. En 2020, 57% des personnes, 6 mois après un parcours emploi compétences, étaient entrées en emploi de manière durable. Et c'est un taux qui est plutôt positif, enfin, qui est très positif et qui est en croissance depuis du coup 2018 et le lancement de cette réforme-là des CUI-CAE. Voilà, donc avec le secteur marchand, puisque du coup, il y a le pendant des parcours emploi compétences dans le secteur marchand, ça s'appelle les CIE, ça fera 175 000 personnes au total qui pourront entrer en emploi par le biais d'un parcours emploi compétences en 2021. Donc voilà, ça reste des dispositifs très intéressants pour les employeurs. Merci beaucoup, Marie-Amélie, pour cette présentation très complète en un temps record. Je précise qu'on vous propose de réserver toutes les questions pour la fin des présentations, puisqu'il y a sans doute un certain nombre de points qui vont être abordés par nos intervenants suivants. Et je passe aussitôt la parole à David Cluzot, donc le délégué général d'Exopé, organisation professionnelle représentative de plusieurs branches des employeurs associatifs. Je laisse préciser ce point-là et nous donner donc son regard représentant employeur sur ce dispositif. Merci Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais être sans doute beaucoup moins technique et précis que la présentation qui vient d'être faite par la DGEFP, mais ce n'est pas le but. Donc oui, je suis délégué général d'Exopé. Exopé est effectivement plus connu sous le nom de CNEA, Conseil national des employeurs d'avenir. Donc nous sommes une organisation professionnelle représentative dans un certain nombre de champs du secteur associatif, le grand champ de l'animation, qui s'appelle maintenant les métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation sur les territoires, celui de l'habitat et du logement accompagné, comprenant notamment les foyers de jeunes travailleurs, celui du sport, celui du tourisme social et familial, et par association avec le SINOVDES, qui est un autre syndicat, dans le champ des organismes de formation. Alors, la question des emplois aidés et donc des PEC aujourd'hui particulièrement traverse l'histoire associative et bien évidemment l'histoire des employeurs. J'ai souvenir en 2017 quand on en a annoncé la suppression, que nous disions tous que c'était une très mauvaise idée et on ne peut que se réjouir que le gouvernement constate que finalement il y a un intérêt fort à mettre en œuvre des emplois aidés dans le champ associatif et de constater avec nous ce que nous disions à l'époque, que par ailleurs c'était un dispositif plutôt efficace, et je souligne donc ce que vient de dire la DGEFP à l'instant. Alors, on m'a demandé de réfléchir aux opportunités et limites par rapport à ce qu'on en sait de ce dispositif. La première chose, l'opportunité, elle est évidente. On va commencer par ça. L'opportunité, elle est évidente d'abord pour les personnes que nous accueillerions dans le cadre d'un PEC, puisqu'il s'agit de participer, ça a été très bien dit par la DGEFP, à la détermination et la mise en œuvre d'un parcours insérant avec une forte dimension sociale. Donc, l'opportunité pour les associations, c'est de prolonger finalement leur objet social, qui est celui de s'inscrire pour répondre aux besoins d'un territoire. Et dans les besoins du territoire, il y a des besoins généraux, évidemment, qui sont relatifs à l'emploi. Pour une association, il y a aussi une autre opportunité, elle est évidente, c'est de pouvoir recourir à un emploi aidé, donc qui permet d'apporter une solution, fût-elle partielle, à des questions de financement de l'emploi et donc, il faut se le dire, de participer à la construction et à la consolidation de son modèle économique et de la mise en œuvre de son projet.
Après, une fois qu'on a dit ça et qu'on remarque bien les opportunités, c'est-à-dire l'opportunité finalement générale, c'est la rencontre d'un projet associatif et la rencontre d'un projet professionnel qui peut être celui d'une personne, jeune ou moins jeune, parce que les PEC s'adressent de manière assez large. La question, c'est comment on arrive à faire matcher totalement un projet d'action, un projet d'activité, et puis une compétence qu'on va aller rechercher dans un public dont on a déterminé ou qui est éligible du fait de son éloignement vis-à-vis de l'emploi. Ça a été très bien expliqué aussi. Et donc, c'est sans doute la première limite à la question de la mise en œuvre des PEC. C'est-à-dire qu'il y a finalement ce temps de latence et ce temps d'incertitude de savoir si le recrutement sera le bon par rapport au projet qu'on a à développer. Et donc, il y a une vraie réflexion de mise en cohérence entre le parcours professionnel qui peut être attendu par une personne qui serait intégrée dans le cadre d'un PEC et le projet des associations. Est-ce que ce que je veux mettre en place, je vais pouvoir trouver les bonnes compétences parmi des publics éligibles au PEC? C'est un vrai sujet et qui ne se résout pas que par la question de la formation qui est effectivement liée dans le cadre du PEC. Et l'autre difficulté qui se répète, puisque le principe des PEC, c'est que ce sont en tout cas, je ne vais pas dire des contrats à durée déterminée, puisque ça peut être des CDI, mais en tout cas des prises en charge à durée déterminée. Et que la question est quand même celle-ci, c'est-à-dire à la fois de la pérennisation des financements qui sont liés au poste, c'est nécessaire pour les associations, et la pérennisation des compétences qui sont aussi nécessaires pour l'association pour continuer à développer son projet. Donc, une des limites probablement de ce type d'emploi, c'est le fait qu'il y ait un turnover extrêmement important sur ces postes-là. Quelque chose qu'on ne sait pas résoudre, puisqu'on décale la question du financement associatif vers le financement d'un poste, et c'est une question qu'on ne sait pas résoudre. Donc, on est dans un espèce de cercle qu'on constate depuis des années au sein des associations où on embauche quelqu'un, on le forme, et ensuite on le libère le plus souvent, puisqu'on n'a pas la capacité de pérenniser le plus souvent le poste. D'ailleurs, dans les 4 engagements qui sont pris, qui devraient être pris par les employeurs bénéficiaires de PEC, le plus complexe, c'est celui-ci. D'ailleurs, l'État l'a bien compris, puisqu'il le formule de cette manière-là, c'est le cas échéant, la capacité à pérenniser un poste. Donc ça, c'est à mon sens, en tout cas, une des premières limites. La question de la formation qui ne se résout pas donc aussi par la question de la formation. Pourquoi? Parce que une formation au cœur de métier dans le secteur associatif, et quelle que soit l'activité du secteur associatif, est généralement une formation qui va plutôt être une formation longue, qu'il s'agit de financer dans le temps. Or, la durée initiale d'un PEC est relativement courte. Elle peut aller de 6 à 9 mois de mémoire, et qu'on peut avoir des formations un peu sérieuses qui dépassent cette durée de 9 mois, notamment si on la cumule avec des remises à niveau qui sont tout à fait nécessaires pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Or, c'est assez mécanique, c'est un peu compliqué d'engager une formation longue quand on ne sait pas combien de temps un salarié va rester dans une association. Nous, notre préconisation, elle serait plutôt de dire, à minima, quand on engage quelqu'un en PEC, à minima, il faut que ça soit sur la durée de formation prévue dans son plan de formation. Ça serait probablement une clé de succès aussi assez importante pour éviter des ruptures de parcours parfois, puis pour éviter aussi non pas des échecs, mais des insatisfactions ou des frustrations, que ce soit du côté de l'association ou du côté du salarié qui a été embauché. Alors, je ne reviens pas sur la question du tutorat bénévole, puisque finalement, elle a été évoquée par la DGEFP en nous disant qu'un décret paraîtrait bientôt. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que dans le bientôt, on ait une date. Ça serait quand même assez essentiel, puisque ça fait quand même plusieurs mois qu'on porte, nous de notre côté, mais le mouvement associatif aussi, largement cette question, que ce soit officiellement reconnu, dans le cadre des PEC d'ailleurs, mais aussi dans le cadre de l'apprentissage, parce que c'est un vrai souci pour le développement de l'accueil des jeunes dans les associations qui sont quand même fondées sur
sur l'investissement et l'engagement des bénévoles pour l'essentiel. Je reviens quand même sur l'aspect formation. Quand on a des statistiques du côté d'Uniformation, on s'aperçoit, et c'est un signe, que la durée moyenne des formations est de 42,5 heures en 2021. Ce sont nos derniers stats. 42,5 heures, ce n'est pas nécessairement signe de formation tout à fait certifiant, bien que la volonté des salariés comme des associations est plutôt d'envoyer vers des formations certifiantes. Je crois qu'il faut que nous réfléchissions. Nous l'avions noté quand nous avions été auditionnés il y a quelques mois. Il faut que nous réfléchissions à une meilleure mise en adéquation du projet de formation et de la prise en charge financière par l'État dans le cadre d'un PEC. Ça fait partie des limites qui sont vraiment qui posent de vraies difficultés. L'autre difficulté par rapport au PEC, c'est que finalement, on va aller, il est en concurrence forte, et ça a été signalé aussi par Monsieur Toche tout à l'heure, avec d'autres dispositifs du plan Un jeune, une solution. Très clairement, l'apprentissage. Dans le champ associatif, on a un développement exponentielle de l'apprentissage, qui je ne connais même pas le multiple, puisque je crois qu'on avait moins de 1000 apprentis il y a quelques mois, et on est à plus de 15 000 apprentis dans le périmètre d'Uniformation, mais c'est le périmètre quand même relativement essentiel du milieu associatif, et que l'apprentissage a des vertus que les PEC n'ont pas. D'abord, une prise en charge sur la durée de la formation, un coût qui est probablement inférieur au PEC pour un employeur. La question du tutorat, la formation des tuteurs, qui est relativement bien réglée dans le cadre du financement de la formation professionnelle, et puis surtout la capacité à aller chercher plus immédiatement des qualifications qui sont tout à fait en adéquation avec un projet qui peut nécessiter déjà d'avoir un socle de compétences affirmé. Ça peut être là aussi le cas des services civiques qui peuvent venir en tension avec la question des PEC. Ça pour se dire que, et c'est ce qui a été remonté par un certain nombre de nos adhérents quand on les a interrogés sur ce sujet-là, que finalement, il ne faut pas comprendre, ça a été très bien dit d'ailleurs, ce qu'est le PEC et ce qu'est la question de la gestion des emplois et des compétences au sein d'une association. Le PEC, c'est d'abord un parcours d'insertion. Il peut venir bien évidemment renforcer les emplois dans une association. Pour autant, ce n'est pas nécessairement la solution la plus idéale ou la plus adéquate pour aller tout de suite recruter sur des métiers experts. Il y a d'autres solutions et il faut bien l'imaginer comme ça. Je crois que c'est ce qu'on doit expliquer aussi à l'ensemble des associations et ce que je fais maintenant. On a fait un parcours d'insertion. L'idéal d'un PEC, évidemment, même si on ne le peut pas toujours, ça devrait être des postes quasiment surnuméraires, puisqu'il y a aussi une notion d'accompagnement extrêmement importante et que l'objet principal du PEC, c'est pas tant de donner des moyens à l'association, c'est surtout d'insérer quelqu'un. Mais malgré tout, ça donne des moyens aux associations. Donc c'est un équilibre un petit peu, parfois sans doute un petit peu complexe à trouver, mais le succès est là, vous l'avez dit, les associations recourent de manière assez importante au PEC, notamment depuis que les taux de prise en charge ont été renforcés ces derniers mois. Peut-être aussi une incertitude, encore 2 points sur les limites. Les conditions de renouvellement du contrat. Je crois qu'il est important que lorsqu'on a conclu un premier contrat avec des prises en charge à un certain niveau, il est essentiel et il sera essentiel après 2021 que les conditions initiales du contrat soient reconduites, qu'on donne une perspective de financement aux associations, qu'on ne retombe pas dans une poursuite de contrat ou un renouvellement à des taux qui pourraient changer. On a besoin, je pense, de cette certitude-là. Elle n'est pas nécessairement actée. Un autre point qui est souvent relevé, c'est d'une part certaines difficultés administratives ou RH pour gérer des PEC dans des associations qui ne sont pas toujours hyper staffées en matière RH. C'est bien qu'il y ait l'accompagnement de Pôle emploi, mais ça, je vais y revenir juste ensuite. Donc, continuer sur des mesures de simplification serait sans doute pas inutile pour que les associations puissent mieux s'y repérer. Et peut-être pour finir, je ne vais surtout pas, et Pôle emploi va parler après moi, donc ça sera plus simple,
ni caricaturer, ni vouloir trop forcer le trait. Mais clairement, ce qui nous remonte beaucoup, c'est un manque de réactivité de Pôle emploi dans le suivi des parcours emploi compétences. C'est-à-dire que la promesse qui est faite de dire vous allez avoir un vrai soutien pour suivre la mise en œuvre des parcours emploi de compétences, des parcours formation et travailler avec vous à la détermination d'un parcours professionnel. Initialement, elle est bien faite. Dans le suivi, c'est beaucoup plus compliqué et on a quand même dans le secteur associatif un certain nombre de gens qui se sentent un petit peu perdus sur ce type de sujet. Donc voilà ce que je voulais dire sur les PEC. Je pourrais revenir s'il y a des questions, mais deux choses. Les opportunités, on les voit bien, elles sont essentiellement financières. Elles sont aussi sur le parcours des personnes, ça c'est très clair. Éventuellement pour développer le projet d'une association, ça aussi, ça paraît évident. Souligner vraiment qu'on est dans une dynamique RH qui doit de ressources humaines et de réflexion autour des ressources humaines, et ça a été dit. Un PEC peut aussi très bien être utilisé pour assurer une fin de carrière et la transmission de compétences de quelqu'un qui va partir. Ça, c'est extrêmement intéressant si on est capable de le faire et si on a le temps de pouvoir le faire. Ce qui veut dire avoir une réflexion un peu en amont d'adéquation entre ce qu'on veut développer comme activité, les compétences dont on a besoin pour développer ces activités et le profil d'une personne qui peut être éligible au PEC et sa volonté ou son appétence sur les parcours professionnels. Parce qu'une des choses que l'on constate quand même, c'est un nombre assez élevé de ruptures de contrat pendant le contrat initial qui a été conclu. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, David, pour cette présentation des opportunités et limites qui rejoint effectivement un certain nombre de choses qu'on a pu porter ensemble entre Exopé et le mouvement associatif. Je passe aussitôt la parole à Madame Puységur pour Pôle emploi, qui va donc revenir aux aspects opérationnels du dispositif avec des précisions sur le rôle du prescripteur et conseils sans doute sur ce qui est à faire ou à ne pas faire pour l'employeur. Je vous laisse la parole. Bonjour, donc je suis Mme Puységur, je suis directrice d'une agence Pôle emploi en Occitanie, dans les Hautes-Pyrénées, à Lannemezan précisément. Et donc du coup, voilà, j'étais mandatée par ma direction générale pour être avec vous aujourd'hui et vous présenter un petit peu le rôle du prescripteur. Après, beaucoup de choses ont été dites par Mme Chabot, donc on va en fait revenir sur certains points, il va y avoir quelques éléments de répétition, en tout cas de précision. Donc vous l'aurez compris, effectivement, les objectifs du parcours emploi compétences du PEC, c'est favoriser l'insertion des personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. C'est du coup leur proposer un parcours qui associe une mise en situation professionnelle, de la formation, un accompagnement continu en cours de contrat. Et donc développer dans le cadre d'une activité professionnelle des compétences qui sont transférables et qui vont pouvoir être mobilisables dans un autre environnement, dans un autre emploi, dans un autre type de structure, puisque c'est le parcours emploi-compétences pour les personnes sans emploi est un élément de leur parcours d'insertion. On va juste passer au slide suivant. Donc du coup, comme ça a été dit, quand il y a eu l'évolution du CAE vers le parcours emploi-compétences, pour le prescripteur, nous sommes passés, quand on recherche les candidats, d'une recherche de critères administratifs d'éligibilité à la mesure à la réalisation d'un diagnostic global de la situation de la personne, comme ça a été évoqué tout à l'heure. En fait, le PEC est prescrit dans le parcours d'une personne lorsqu'il s'agit de la réponse la plus adaptée à l'éloignement de l'emploi de la personne par rapport au marché du travail. Le conseiller référent conseil d'évolution professionnelle est garant de la cohérence du parcours du demandeur d'emploi qui l'accompagne. Je dis le conseiller référent CEP, un conseil d'évolution professionnelle, parce qu'effectivement, ça peut être un conseiller de Pôle emploi, un conseiller mission locale, un conseiller de Cap emploi, tous les prescripteurs. Donc, notre rôle en tant que prescripteur est vraiment d'apprécier la pertinence de la mobilisation d'un parcours PEC ou d'une autre solution. D'accord ? Et donc, effectivement, un diagnostic partagé est réalisé par le conseiller référent du demandeur d'emploi, enfin du candidat, par rapport à ces situations.
Et en complément, un arrêté préfectoral définit les taux de prise en charge en fonction de la situation de la personne. Et donc voilà, c'est le préfet de région qui établissent effectivement les arrêtés avec des conditions de recherche administrative complémentaires. Alors, Yannick. Oui, tout à fait. Donc, Yannick Dancoscaso, je suis conseiller entreprise au sein de l'agence de Lannemezan, du coup, la même agence que Madame Puységur. Donc, du coup, par rapport à la mise en place des contrats aidés directement avec les associations, avec les structures territoriales. Donc, du coup, par rapport à ce contrat aidé, comparé à ce qui pouvait se faire avant, on voit bien qu'il y a une somme de plusieurs actions. Donc, l'accompagnement, on en parlait tout à l'heure par rapport au tuteur, à la tutrice. Vu qu'il y a énormément de, enfin, entre guillemets, de travail, de suivi par rapport à cette personne, on estime qu'un tuteur ne peut avoir maximum que 3 personnes en même temps en tutorat. Parce que déjà, avoir 3 personnes en tutorat, ça demande énormément de travail et de suivi. Parce que voilà, c'est pas juste être là sur le papier au départ, c'est vraiment un accompagnement tout au long de ce contrat aidé, qui a pour objectif aussi, du coup, pour la personne en tutorat, l'acquisition de compétences et d'expérience, parce que finalement, le contrat PEC n'est pas une finalité, à moins que le contrat se renouvelle en CDI, mais sinon, le but de ce contrat, c'est d'amener la personne vers un emploi durable à la fin de ce contrat PEC. Donc vraiment une grande importance sur le tutorat, l'accueil qui peut être fait aux salariés et avec les objectifs qui sont bien posés, l'acquisition de nouvelles compétences ou le renforcement de compétences qu'elles pouvaient déjà avoir et un gain d'expérience, comme on l'a dit tout à l'heure par rapport à la durée des contrats. On va dire qu'à partir de 9 mois, c'est vraiment significatif pour la recherche d'un emploi plus durable à l'issue de ce contrat PEC. Donc, comme ça a été évoqué, au démarrage pour entamer le démarrage du contrat, est réalisé un entretien tripartite entre l'entreprise accueillante, le salarié et le prescripteur. Entretien tripartite qui a vraiment pour but d'établir les actions qui seront mises en œuvre dans le cadre du contrat pour contribuer activement à l'accompagnement et à l'insertion durable du candidat. C'est une étape vraiment essentielle parce que c'est au cours de cet entretien-là qu'on va formaliser les engagements de part et d'autre concernant l'accompagnement du bénéficiaire et voilà. Et donc, du coup, avec la nomination du tuteur employeur. Les prescripteurs ont des outils pour faire ceci. On a effectivement, nous, on utilise une fiche diagnostic d'entreprise, c'est-à-dire que notre conseiller entreprise qui va échanger avec l'entreprise d'accueil va faire le point avec elle sur sa capacité d'accueil, sur le type éventuellement de formation qui peuvent être mises en place en interne, sur la disponibilité du tuteur, sur l'engagement de celui-ci. Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà fait office de tuteur auprès d'autres types de contrats? Ça peut être aussi un tuteur sur de l'apprentissage, mais en tout cas, est-ce que le tuteur a déjà officié en tant que tel? Pour pouvoir s'assurer effectivement que l'établissement d'accueil a la capacité et la ressource pour pouvoir accueillir un candidat en contrat PEC. De notre côté, on fait également, donc, comme je vous disais, un diagnostic qui est réalisé par le conseiller référent du CEP avec le candidat. Ce diagnostic, en fait, il existe et il sert à mesurer en fait la distance à l'emploi du candidat et de repérer éventuellement les freins, ou en tout cas les leviers, d'accès. Non, si on peut revenir au slide précédent, s'il vous plaît, les leviers d'accès pour pouvoir travailler avec lui sur justement sa progression en cours de contrat. En cours de contrat PEC. Et donc, voilà, ce diagnostic, du coup, va permettre de partager la situation avec l'entreprise d'accueil pour établir, en fait, le contenu de l'accompagnement qui sera à mettre en œuvre en cours de contrat PEC. Et évidemment, en même temps que la fiche diagnostic entreprise, une fiche de poste est également demander et travailler avec l'entreprise d'accueil, avec l'établissement d'accueil,
pour qu'on puisse voilà, mesurer sur quel point la personne recrutée a peut-être déjà des compétences, ou en tout cas sur lesquelles elle va pouvoir déjà mobiliser des acquis qu'elle a, et aussi mesurer peut-être les écarts pour pouvoir faire en sorte que la personne évolue positivement en cours de formation. Et puis après, bien, nous, en interne, on utilise des checklists pour s'assurer voilà, qu'on n'a rien oublié pour bien installer effectivement le recrutement du candidat. Tous ces outils, toutes ces actions-là, on les fait voilà, en amont. L'entretien tripartite sert vraiment à finaliser le contenu de l'accompagnement. C'est à ce moment-là aussi qu'on va aborder, bien sûr, la partie et les questions concernant la formation. Donc, comme on le disait plus tôt, la formation en interne est aussi une possibilité. Bien sûr, souvent, en tout cas nous, dans ce qu'on peut voir sur le terrain, les structures d'accueil mobilisent des formations externes, mais la formation interne et du coup, tout l'accompagnement qui est mis en œuvre est aussi très bénéfique et très important à formaliser dans le cadre de l'entretien tripartite. On peut passer à la suite. Donc, on parlait justement des phases d'accompagnement et du suivi régulier avec l'employeur, donc qui apparemment pouvait poser problème parfois. On va y venir. Donc, par rapport à la réalisation de ce suivi, donc plusieurs objectifs. Donc, apprécier la réalisation des actions, vérifier le respect des engagements de chacun, mesurer l'évolution du salarié et mettre éventuellement en place une médiation. Donc, comment ça se passe concrètement? Donc, on en revient toujours à la contractualisation et par rapport au démarrage. Vraiment, lorsqu'on fait cet entretien tripartite, on explique bien que ce soit au tuteur ou finalement au tutoré ainsi qu'à l'employeur, qu'il va y avoir un suivi qui va être très régulier. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir des livrets dématérialisés qui vont partir à différents intervalles pendant ce contrat aidé, donc à 1 mois du contrat, à mi-parcours et au 3/4 de l'exécution du contrat. Donc, il faut bien vérifier déjà avec le tuteur et le tutoré, parce que finalement, ce n'est pas l'employeur, c'est le tuteur et le tutoré qui vont recevoir ces livrets dématérialisés. Donc, pour ça, il faut bien sûr qu'ils aient une adresse mail. Donc, si pas d'adresse mail, il faut en créer une et l'employeur s'engage à vérifier avec le tutoré s'il a bien reçu et qu'il complète bien ce livret-là. Donc, à 1 mois du contrat, tout simplement pour voir si l'intégration se passe bien. On n'est pas encore sur la réalisation des formations parce que la formation peut être prévue plus tard, mais c'est tout simplement pour savoir si les engagements et si le contrat se passe bien et ainsi de suite, que ce soit mi-parcours ou à 3/4 d'exécution, sachant que par rapport à ce livret dématérialisé, le conseiller référent, donc là je parle au nom de Pôle emploi, hein, le conseiller référent du tutoré, donc, qui était au départ en charge du diagnostic, va recevoir ce livret. Donc vraiment, dès que la personne l'a rempli, il le reçoit automatiquement dans nos outils, ainsi que le conseiller référent de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que les collègues, même si on n'est pas de la même agence, on reçoit en instantané finalement ce livret de suivi. Donc, vraiment, par rapport à ce suivi, l'entreprise soit peut nous appeler si c'est hors du cadre de ces jalons déjà programmés, mais sinon, on va dire que ce soit le conseiller référent du demandeur d'emploi ou le conseiller référent de l'entreprise, on est au courant de par ce livret dématérialisé qui reste, et sachant que l'un ou l'autre peut demander à être contacté s'il estime qu'il a besoin d'être contacté par l'un ou par l'autre pour effectuer un suivi, et pourquoi pas avec un déplacement en entreprise pour réellement savoir ce qu'il se passe. Donc, c'est bien en fonction des réponses qui sont données au niveau des questionnaires complétés par la partie employeur et par le salarié en cours de contrat PEC. En fonction des réponses, il y a des alertes qui sont données soit au conseiller référent du demandeur d'emploi, soit au conseiller référent de l'entreprise. S'il n'y a pas d'alerte spécifique, ça ne va pas forcément mobiliser un entretien ou déclencher un entretien avec l'employeur ou avec le salarié. En revanche, s'il y a présence d'alerte, là, il y a une prise de contact qui est déclenchée.
Dans les phases d'accompagnement, enfin, en tout cas dans les bonnes pratiques que nous, on peut mettre en place, voilà, merci. Du coup, Madame Chabot en a parlé. Nous, en tout cas au niveau de mon agence et surtout au niveau de notre territoire, on propose systématiquement la mise en place de la prestation compétences PEC lors de l'entretien tripartite. Comme ça a été dit, c'est un dispositif qui est financé dans le cadre du plan d'investissement des compétences pour permettre aux salariés d'obtenir une reconnaissance vraiment officielle des compétences qu'il a pu développer dans le cadre de son parcours professionnel et hors professionnel. On le propose systématiquement parce que pour nous, c'est un complément et surtout c'est un outil complémentaire dans le cadre de l'accompagnement qui est amené au cours du contrat PEC. Et ça a des avantages à la fois pour le salarié et pour l'employeur. Pour le salarié, effectivement, ça lui permet de prendre conscience de ses compétences. C'est déjà difficile de parler de soi pour nous, de dire on a telle ou telle compétence. Donc, pour quelqu'un qui est éloigné de l'emploi, ça l'est encore plus. Et c'est vrai que cette prestation compétences PEC permet de travailler avec le salarié, avec le demandeur d'emploi, sur ses propres compétences, de les valoriser dans le cadre de son parcours professionnel, et ça le maintient dans une dynamique du coup d'insertion dans la durée. Et comme je disais, pour l'employeur, c'est un des avantages, notamment, ça fait partie de l'accompagnement professionnel renforcé qui est mis en place au cours du parcours emploi compétences. Yannick, toi qui en as mis en place, tu as peut-être des exemples. Oui, non, tout à fait. Mais on parlait tout à l'heure d'associations par rapport à l'animation, par exemple. Il y a deux bons exemples justement par rapport à ça. Finalement, après explication de réellement ce qu'était un contrat PEC, l'employeur a vraiment compris que le besoin partait du tutoré finalement et du diagnostic qui a été réalisé avec ce conseiller. Et donc, sur deux exemples précis, finalement, une personne qu'ils ont prise sur un contrat PEC de 9 mois, qui, sa finalité à elle n'était pas forcément de travailler dans l'animation au final, mais qui, par contre, était vraiment intéressée d'avoir cette expérience en plus, mais qui avait pour projet, 2 ans après, de créer son entreprise sur Internet. Et donc, finalement, toutes les actions de formation qui ont été mises en place pendant ces 2 ans avaient un lien avec comment créer un site, comment avoir une e-réputation. En fait, finalement, ça n'avait pas de rapport direct avec le contrat qu'elle effectuait actuellement. Mais par contre, ils ont travaillé en collaboration entière pour lui dégager du temps, pour anticiper finalement la fin du contrat et qu'elle puisse démarrer son activité dès la fin du contrat PEC. Ce qui s'est passé et qui marche vraiment très bien. Et pareil, avec quelqu'un qu'ils ont recruté, qui avait de l'expérience mais qui n'était pas diplômé. Et donc voilà, on est parti vraiment sur une VAE pour valoriser son expérience et lui dégager du temps pour qu'il puisse justement préparer ses VAE. Parce que finalement aussi, sur compétences PEC, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit l'employeur dégage du temps qui était prévu sur le temps de travail pour qu'il puisse participer à ce parcours, ou alors l'employeur, si ce n'est pas possible, demande au salarié de le prendre hors temps de travail. Mais après, il faut que bien sûr tout soit aménageable par rapport aux futurs salariés. Et après, juste, voilà, ça arrive très rarement, mais parfois, voilà, quand ça ne marche pas entre un salarié et l'employeur, c'est finalement que l'entretien au départ tripartite et que les objectifs, que ce soit par rapport à la formation ou par rapport au contrat, n'étaient pas assez formalisés et que voilà, finalement, ça n'a pas été assez clair pour tout le monde. Encore une fois, par rapport aux formations, c'est pas la peine de promettre des choses qui seront irréalisables. Il faut simplement voilà, des choses, encore une fois, réalisables et qui vont permettre aux tutorés, aux salariés de pouvoir monter en compétence, donc voilà, soit de poursuivre dans ce métier-là, soit d'évoluer dans la structure ou vers autre chose. Voilà. Sur compétences PEC, ce que je souhaite préciser, c'est qu'effectivement, on a vraiment un partenariat très rapproché avec l'AFPA. Et du coup, c'est vrai que justement, pour les situations où
voilà, certains employeurs ne pouvaient pas dégager du temps parce que ça leur était pas possible hein, pour libérer la personne pendant le contrat de travail pour se rendre au rendez-vous concernant la prestation. Avec l'AFPA, on a pu caler des rendez-vous à d'autres moments pour pouvoir voilà, permettre et engager la dynamique compétence PEC. On le propose systématiquement à l'entretien tripartite. En revanche, si personne ne souhaite s'en saisir à ce moment-là, hein, c'est en tout cas aux différents points d'étape, ça pourrait être reproposé pour être remis en place. Voilà. Juste une dernière chose. On laisse un peu de temps aux questions, donc allez-y. Non, allez-y, mais on va ensuite enchaîner avec la séance de questions-réponses. C'est vrai que sur les formations, donc on a dit que ça pouvait se faire en interne, bien sûr mobiliser la formation externe. Ce qu'il ne faut pas oublier tout de même, c'est que quand on réfléchit formation pour le candidat, par rapport aussi à son parcours de formation global, à son parcours d'insertion qui a été, les diagnostics globaux qui a été mené. Et donc, ce n'est pas forcément une formation qui va correspondre aux besoins de la structure d'accueil. C'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que la formation proposée, comme disait Yannick tout à l'heure, peut être tout à fait une formation qui voilà, n'a rien à voir avec l'activité menée au sein de la structure d'accueil. En revanche, elle sert beaucoup pour l'après, pour le candidat. Voilà. Merci. Merci à vous tous pour tous ces éléments. Donc, on a une petite demi-heure pour des questions-réponses. Il y a un certain nombre de questions posées dans le chat. Il y en avait eu quelques-unes en amont. Je vais ouvrir le bal, je vais me permettre, puisque j'en ai la possibilité, avec deux questions qui ne sont pas seulement les miennes, hein, qui ressortent aussi dans le chat, qui s'adressent plutôt à la DGEFP, je pense. Je reprends celle de David Cluzot, mais qui a aussi été posée par l'intervenant sur la date de publication du décret que l'on attend sur la possibilité pour les tuteurs d'être bénévoles. Et par ailleurs, il me semble que ça n'a pas été abordé dans les présentations, alors de façon vraiment très limitée, sur les différences qui peuvent exister régionalement sur les modalités du contrat. C'est un sujet évidemment qui nous est souvent revenu. Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur ce cadre-là ? Oui, tout à fait. Alors, sur la question du décret, bon, vous vous en doutez, c'est un décret en Conseil d'État, donc ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut évidemment réussir à s'inscrire dans le calendrier du Conseil d'État. C'est donc un décret qui sera passé, on espère, sur 2021. Voilà, donc voilà. Sachez en tout cas qu'en doctrine, cette possibilité existe. Elle est appliquée par Pôle emploi. Nous, c'est un message que nous avons largement véhiculé, que nous avons déjà véhiculé même dans nos documents de communication. Donc, un tuteur peut être bénévole dès maintenant. C'est quelque chose qu'on va donc régulariser a posteriori par ce décret-là, mais c'est un accord qui a été passé, voilà, et qui engage plusieurs ministres, dont Olivia Grégoire et Elisabeth Borne. Donc, il n'y a pas de difficulté sur la mise en place de ce tutorat par un bénévole dès maintenant. Et sur la question des différences régionales, alors en effet, il y a un particularisme des PEC. Donc, le 65% pour les PEC jeunes et le 80% pour les PEC QPV-ZRR, ce sont des taux qui sont nationaux. C'est dans le cadre des plans, on a décidé de faire une politique unique au niveau national. Sachez que quand le jeune est résident de QPV ou de ZRR, du coup, il bénéficie du taux le plus avantageux, donc de 80%. Donc voilà, donc ça, c'est une règle qui est commune, qui s'applique partout, dont les DOM. Pour les PEC, on va dire socle ou plus normaux, historiques, qui s'adressent donc au tout public, donc ni jeunes ni résidents QPV-ZRR pour cette année 2021, les taux sont moindres, donc il est possible d'effectuer des parcours emploi compétences pour d'autres publics que ces publics-là. C'est un droit voilà, qui est dans le code du travail et les crédits sont ouverts, donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ce sont des contrats donc, du coup, qui sont pris en charge de manière moindre, c'est aux alentours de 50%. Là, il y a une différence entre la métropole et les DOM, où du coup, sur les DOM, il y a généralement 10 points supplémentaires, donc on serait plutôt sur du 60% dans les DOM. Et il y a des différences régionales, puisque on considère que les parcours emploi compétences sont des outils aussi de lutte contre le chômage et contre l'effet d'hystérèse et l'effet conjoncturel du chômage. Donc, par conséquent, les
les préfets de région ont possibilité d'adapter cette politique publique-là à leur territoire, de telle façon à l'orienter sur les publics les plus fragilisés potentiellement dans le territoire ou sur les questions et les problématiques rencontrées dans leur bassin d'emploi. Donc, en effet, il y a des questions d'adaptation ensuite de cette politique pour le tout public, on va dire, entre les régions. Le mieux pour savoir quelle est la politique qui est appliquée chez vous, c'est de vous rapprocher de votre service public de l'emploi, encore une fois, qui pourra vous dire en fait l'arrêté préfectoral, mais c'est un arrêté qui est publié, hein, donc vous pouvez aussi vous y référer. C'est un arrêté que le préfet de région donc, du coup publie et qui vous permet en fait de vous dire comment c'est appliqué, donc quel est le taux général, voilà, et quel est le taux potentiellement majoré pour quel public. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre service public de l'emploi. Alors j'ai vu qu'il y avait une question aussi sur la question de différence. Si par exemple il y a une personne qui vient d'une région et qui est recrutée par un employeur d'une autre région, c'est l'arrêté préfectoral de la région de l'employeur qui s'applique dans tous les cas. Et donc c'est cette question-là qui s'applique. Alors voilà, ça peut être une petite difficulté de compréhension de ce dispositif-là puisqu'il n'y a pas une politique unique sur le territoire national pour le tout public, mais voilà, ça se justifie par les questions de l'emploi local où chaque territoire a ses propres difficultés et voilà, la situation n'est pas unique en France, d'où cette question d'adaptation de la politique. Et donc l'EPEC tout public existe donc depuis en soi le CAE-CUI depuis 2010. Il y a eu cette réforme des parcours emploi compétences en 2018 et c'est une politique qui continuera aussi en 2022. Donc je profite pour répondre à cette question de savoir quid de 2022. En 2022, les parcours emploi compétences existeront toujours. Il n'y aura pas de difficulté pour souscrire à des parcours emploi compétences. C'est juste que là, on vous fait un focus sur les jeunes et les QPV-ZRR puisque ce sont la politique actuelle qui sont mis en place, qui est valable uniquement pour 2021 par contre. Donc l'année prochaine, il n'y aura pas forcément de plan jeune ou de plan pauvreté. Voilà. Là, on est sur une réponse à la crise actuelle et à la crise sanitaire actuelle. Donc voilà, mais en 2022, les parcours emploi compétences existeront toujours sur leur format plus habituel, donc avec donc du coup ces taux de prise en charge voilà, qui seront par région. Merci Marie-Amélie. Laurine, est-ce que tu peux nous faire part de quelques autres questions? Bonjour à tous. Je vais me faire le relais des questions qui ont été posées à la fois via le formulaire d'inscription et à la fois via le chat. Alors peut-être pour commencer, des questions sur revenir un petit peu sur les questions de public éligible. Nous avons eu, je vais vous poser plusieurs questions. Nous avons eu une question assez récurrente sur le niveau d'études. Y a-t-il un niveau d'études pour pouvoir être éligible au dispositif Parcours Emploi Compétences? Nous avons également des questions sur est-ce qu'il y a des postes types? Donc là aussi, sur le Parcours Emploi Compétences. Nous avons reçu des demandes de précision concernant les Parcours Emploi Compétences pour les personnes proches de la retraite. Est-ce que la durée du contrat est maximum est de 24 mois ou est-ce qu'on va jusqu'à la retraite du salarié recruté? Toujours sur le Je vais prendre ces questions-là, candidat. Laurie, parce que je les oublie au fur et à mesure, sinon je suis désolée. Ah d'accord. Bon, Oui. je m'arrête là pour cette première salle de questions. D'ailleurs, il faudra peut-être me redire les premières. Donc, je vais répondre à la question de la retraite qui était la dernière. Oui, alors pour les 58 ans et plus, il est tout à fait possible en fait, étant donné que ce sont des parcours d'insertion et que du coup, ça répond aux freins d'accès à l'emploi, la question de la personne senior, l'âge peut être un des freins identifiés d'accès à l'emploi et du coup d'insertion sur le marché de l'emploi. Donc, pour les 58 ans et plus, et la loi Rebsamen qui s'applique sur plein d'autres dispositifs, il est tout à fait possible pour l'employeur de bénéficier de l'aide jusqu'au droit à la retraite de la personne. Et donc, du coup, ce sont les droits pleins de la retraite. Donc, c'est-à-dire que c'est pas jusqu'à 62 ans, c'est jusqu'à ce que les annualités complètes soient faites. Donc, c'est souvent une question qu'on a, c'est la retraite à tout plein qui s'applique. Donc, à ce moment-là, il est largement possible pour l'employeur de dépasser ces 5 ans-là possibles, puisque c'est 5 ans pour les seniors, donc 49 ans et plus. Donc là, c'est possible d'aller plus loin si jamais c'est nécessaire. Voilà, après, il y a toujours une question aussi qui est évaluée par le service public de l'emploi, qui est un peu aussi la question de l'effet d'aubaine, parce que l'idée pour l'employeur, c'est que
l'aide à l'insertion professionnelle est un effet tremplin en fait d'insertion d'une personne en emploi. Et après, c'est à la structure de réussir à pérenniser cet emploi-là et à trouver les moyens de pérenniser cet emploi-là. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où l'employeur a bénéficié d'une aide à l'emploi pendant 5 ans, s'il reste 2 ans à faire aux salariés, se posera toujours la question de cet effet d'aubaine-là et de cette idée de est-ce que vous avez possibilité de pérenniser cet emploi par vos propres moyens, puisque du coup, c'est censé être une aide un peu tremplin d'insertion et pas forcément une aide au salaire pérenne, en fait. Voilà. Et les autres questions, pardon, Laurine, c'était quoi? Il y avait ce qu'il existe des postes types. Oui, poste et niveau Et le d'études. niveau de la qualité d'études. Ah oui, tout à fait, oui, merci. Alors, pas de poste type en tant que tel. Après, ce sont sur les métiers qui ne nécessitent pas forcément de qualification, puisque du coup, en fait, la personne en parcours emploi compétences est souvent quelqu'un qui n'est pas qualifié. Ça fait partie des freins à l'emploi qu'elle peut rencontrer. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément de certification ou de diplôme, d'où l'importance de compétences PEC pour obtenir cette petite clé sur le CV. Donc, ce sont les postes qui sont accessibles et auxquels vous pouvez former votre salarié sans trop de difficultés. Donc, dans les associations, ça peut être à vous de voir après, mais voilà, ça ne sera pas forcément en effet les postes de chargé de production ou de chargé de relations publiques. Mais voilà, ce sont les postes sur lesquels vous pouvez accompagner votre salarié sans difficulté. Donc, les personnes ne sont pas forcément des personnes qui ont eu des études. Il n'y a pas de niveau de qualification initial, c'est pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc, l'éloignement de l'emploi, ça peut être des gens qui sont au chômage depuis longtemps et donc à ce moment-là, qui ont eu un passif, ou ça peut être des jeunes qui ne sont pas forcément diplômés. Donc voilà, pas de niveau minimal. Ni maximum. Merci. Ni maximum. Merci. Ni maximum du coup. C'est vraiment le diagnostic posé de distance à l'emploi qui va effectivement donner l'éligibilité, entre guillemets, l'opportunité de mobiliser un contrat PEC. Après, juste un complément, si vous permettez, par rapport à la qualification ou au type de poste proposé, c'est peut-être là qu'il faut se poser la question du type de contrat que l'on souhaite mettre en place. Parce que tout à l'heure, effectivement, j'ai entendu que le contrat PEC pouvait être mis en concurrence avec d'autres mesures, notamment avec l'apprentissage. Peut-être qu'en fonction de la nature du poste qui est à pourvoir et qui est proposé, c'est là qu'il faut se poser la question de quel type de mesures je souhaite mobiliser pour voir le poste. Pour moi, il n'y a pas de concurrence entre l'apprentissage et la mesure PEC, parce que pour moi, on ne touche pas le même public, parce que du coup, les difficultés à l'emploi ne sont pas les mêmes, en tout cas, les freins à l'emploi ne sont pas les mêmes. Et du coup, pour compléter, il n'y a pas de concurrence non plus entre les contrats adultes relais et les contrats PEC QPV. J'ai vu que c'était une des questions du chat, puisqu'en fait, les contrats adultes relais, c'est sur des métiers qui sont identifiés, qui sont spécifiques, qui sont des métiers de médiateurs. Donc, si vous avez besoin d'un médiateur, ayez recours au contrat adultes relais. Voilà, puisque c'est le dispositif qui existe pour cela. Et si ce sont des contrats différents, si c'est un métier différent, à ce moment-là, le PEC QPV peut être une bonne solution, surtout que la question de la médiation, voilà, c'est une certaine forme de profil de personne aussi, et ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Merci. Pour terminer simplement les questions autour des candidats, nous avions une question sur est-ce qu'un candidat peut cumuler un contrat PEC et un contrat plus classique à temps partiel, et nous avons eu de nombreuses questions sur les renouvellements. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu combien de fois est-ce que c'est renouvelable? Si jamais dans la situation où un candidat n'a pas pu terminer sa formation, notamment en raison de la crise Covid, est-ce qu'il y a eu des dispositifs particuliers pour pouvoir renouveler le contrat ou la formation? Alors, du coup, sur la question du CDD, par exemple, le temps du contrat se renouvelle en même temps que le temps de l'aide. Donc, on préconise donc des temps d'aide de minimum 9 mois, puisque ça permet aux bénéficiaires d'avoir une vraie compétence qu'il peut ensuite justifier sur le marché de l'emploi. Enfin, c'est juste des ratios qui ont été faits sur j'ai bénéficié d'un contrat de CDD de 6 mois, j'ai bénéficié d'un contrat de CDD de 9 mois. C'est
concrètement la personne qui a eu un CDD de 9 mois qui est plus facilement employable. Donc, on préconise des temps un minimum de 9 mois. L'aide, elle est renouvelable. Elle est renouvelable dans un délai maximum de 24 mois. Donc, ça fait 2 ans pleins. Donc, en effet, si vous bénéficiez d'une aide initiale de 12 mois, à ce moment-là, elle est renouvelable qu'une seule fois. Si vous bénéficiez d'une aide initiale de 6 mois, elle est renouvelable jusqu'à atteindre les fameux 24 mois. Dans le cadre de la crise sanitaire, il est possible donc du coup de bénéficier d'un renouvellement jusqu'à 36 mois. Donc c'est une disposition spécifique. C'est une disposition qui a été mise en place notamment pour répondre à la question de la suspension des activités qu'il y a pu avoir dans le monde associatif et auprès d'autres employeurs avec la question du confinement. Donc voilà. Sur la question de la formation, j'avais vu ça. Normalement, quand il y a une formation qui est en cours, quand c'est une formation qui est certifiante et qui est en cours, l'aide est prolongée de la durée de la formation pour aller à son bout. Donc, ça suppose que la formation est commencée et pour le temps d'achèvement de cette formation-là, il y a possibilité normalement de pouvoir compléter. Donc, je ne sais pas pourquoi Pôle emploi, dans le cas précis, a dit non, mais en tout cas, c'est possible. Enfin, il faudra vous rapprocher du Pôle emploi local pour savoir un peu quels ont été les freins rencontrés. Sur la question du renouvellement aussi, le contrat est renouvelable lorsqu'il y a eu étude par le service public de l'emploi de la bonne mise en place du cadre qualitatif, c'est-à-dire que si ce que vous aviez défini ensemble lors de l'entretien tripartite a bien été mis en place, c'est-à-dire le cadre qualitatif, la mise en place d'un tuteur, les actions d'accompagnement, de formation ont bien été mises en place, à ce moment-là, pas de difficulté pour renouveler le contrat. Évidemment, si le pari, ce gage de confiance n'a pas été mis en place et que, en fait, globalement, vous avez bénéficié de l'aide sans la contrepartie de l'aspect insertion, à ce moment-là, l'aide n'est pas renouvelée par l'État, ce qui, je pense, apparaît pour tout le monde assez logique. Et juste peut-être une petite précision par rapport à David Cluzot en parlait tout à l'heure par rapport au taux de prise en charge. Les renouvellements se font par rapport au dernier arrêté préfectoral. Donc là, c'est vrai que c'est pas parce qu'aujourd'hui on signe un contrat à 80% d'aide, par exemple à 30 heures, que le renouvellement sera forcément à 80% à 30 heures aussi. Donc effectivement, sur la durée, voilà, il y a une inconnue certes, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas partir en disant voilà, pendant 2 ans, je vais avoir 80% d'aide sur 30 heures. Parce que certains ont eu la bonne surprise cette année dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'ils avaient signé des contrats aidés à 40% d'aide sur des contrats PEC et se sont retrouvés à 80%. Donc c'est vrai que pour eux, là, ça a été la bonne surprise, mais ça peut être aussi la surprise, mais dans l'autre sens aussi. Donc il faut bien être au courant que voilà, le renouvellement se fait par rapport au dernier arrêté préfectoral qui est en cours. C'est très important ce que vous précisez pour les questions de visibilité. Je pense que c'est important que les employeurs associatifs aient ça en tête parce qu'effectivement, on peut avoir parfois des bonnes, mais sans doute surtout des mauvaises surprises. Après, ça peut être un message porté effectivement pour les arrêtés prochains. Peut-être que cette règle peut aussi évoluer. Je pense que c'était le sens des propos de M. Cluzot, c'est-à-dire qu'il aimerait que ça évolue voilà, positivement. On Ce que je assure peux de la comprendre, visibilité. donc voilà, effectivement. Et sur la question du coup du cumul, alors la personne doit être sans emploi pour être éligible au PEC. Donc par conséquent, elle ne peut pas déjà bénéficier d'un mi-temps. Ceci dit, si elle entre en PEC et qu'après elle trouve un contrat mi-temps, à ce moment-là, c'est possible. Voilà. Ça sera quand même évalué par le service public de l'emploi, notamment sur la question du cadre qualitatif, puisque la question de la mise en place de la formation peut se faire pendant ou en dehors du temps du travail pour le parcours emploi compétences. Et donc, par conséquent, ça ne doit pas nuire à ce cadre qualitatif puisque l'enjeu reste l'insertion de la personne en emploi et donc son parcours d'insertion. Donc, ce qui sera toujours privilégié, ce sera son parcours d'insertion, donc son PEC. Donc, voilà, le cumul avec un autre contrat doit se faire par rapport à ça. Vous avez bien compris que voilà, c'est un enjeu d'insertion durable dans l'emploi et pas, voilà, enfin, c'est ça l'enjeu. David, tu avais une réaction sur les arrêtés peut-être? Oui, non, et d'autres points éventuellement, bien sûr. Non, oui, peut-être 3 choses. La première, je trouve qu'il est important qu'on insiste sur cette dimension RH comme l'ont fait, comme vient de le faire Pôle emploi, c'est-à-dire de se dire, la réflexion, j'ai tenté de le dire, mais la première réflexion qu'on doit avoir quand on recrute un PEC, c'est de savoir si c'est en correspondance avec le poste qu'on recherche et si ça va matcher, quoi. Parce qu'il y a quand même le prendre en considération, ce sont des gens qui sont éloignés de l'emploi, qui ont des difficultés, donc il y a tout l'accompagnement. Je crois que c'est vraiment important d'avoir cette démarche RH là pour que personne ne soit
déçus ou que ça se finisse par une situation d'échec, ou des ruptures de parcours. L'appui de Pôle emploi est tout à fait essentiel. Et effectivement, les dispositifs ne sont pas en concurrence. Par contre, entre... On a perdu votre son, David. Oui. Excusez-moi, je le remets. Les dispositifs ne sont pas en concurrence pour les salariés. Par contre, ils sont en concurrence pour les finances des associations. Ça, il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'actuellement, recruter un apprenti, par ailleurs, peut coûter beaucoup moins cher à une association que de recruter un contrat PEC. Ça, c'est une certitude. C'est en ce sens-là qu'il y a une forme de tension, finalement, entre les propositions qui sont faites dans le plan Un jeune, une solution. Donc, l'entrée RH est sans doute la meilleure des manières d'avoir une vraie approche. Sur la question de la continuité de la hauteur des financements, c'est une vraie question parce que quand vous êtes dans une association, vous voulez quand même avoir une forme de perspective budgétaire. Donc ça paraît un peu essentiel. Et moi, je crois qu'une des règles qui serait de bonne loi, finalement, ça serait de se dire, quand on a conclu un contrat à un type de conditions, donc potentiellement et au maximum sur 2 ans, il serait absolument nécessaire qu'on le reconduise dans les mêmes conditions. C'est aussi une clé du succès pour le renouvellement d'un contrat quand c'est nécessaire. Il faut l'entendre. Et je crois que c'est une des limites actuelles, l'imprévisibilité de la hauteur du financement qui pose une vraie question au secteur associé. Dernier point, sur le financement de la formation professionnelle, peut-être une petite adresse plus particulière à la DGEFP. Mais la question du financement de la formation professionnelle, alors ça va, nos associations sont pour l'essentiel des associations de moins de 50 salariés, donc arrivent à pouvoir accéder au plan de formation légale, de développement des compétences. Mais une nouvelle fois, la formation, elle est mieux financée dans le cadre d'un apprentissage, par principe, que de ce qu'on pourrait faire dans le cadre d'un PEC. Ne serait-ce que, par exemple, pour une chose, la PROA, qui est un vrai dispositif de promotion par l'alternance, qui pourrait être tout à fait bienvenu pour les salariés qui seraient en PEC. C'est vraiment parce qu'on peut financer de manière un peu importante des projets de formation. Sauf que la PROA n'est pas ouverte au CDD. Donc, on a une nouvelle fois une forme de limite. C'est-à-dire que peut-être qu'il y aurait aussi des évolutions à avoir en la matière pour mieux financer la formation des salariés qu'on embaucherait en fait. C'est un vrai sujet. À moi, il faudra le mettre en parallèle. Le financement de la formation professionnelle à la main des entreprises ne s'est pas étendu, c'est même plutôt réduit. Et par ailleurs, des dispositifs qui avant existaient, des dispositifs qui sont mis en œuvre, la PROA, ne sont pas ouverts au CDD. Donc, je crois que pour que ce dispositif devienne pleinement et complètement intéressant, il faudrait qu'on pense à l'adapter aussi, à se donner tous les moyens de pouvoir le mettre en œuvre. Merci David. Laurine, peut-être une autre série de questions. Tout à fait, peut-être pour poursuivre sur le côté employeur, des questions assez précises, peut-être pour David Cluzo et pour Pôle emploi. Nous avions des questions concernant la fiscalité applicable aux salariés en parcours emploi compétences, notamment la question des charges patronales. On avait également des questions autour du temps d'existence. Faut-il être est-ce que les toutes jeunes associations qui viennent de se créer peuvent d'ores et déjà employer des parcours emploi compétences? Et puis, y a-t-il un maximum par structure? Nous avons des questions également sur le cadre juridique salarial applicable au parcours emploi compétences en termes de congés, de maladies. Est-ce que les dispositifs s'appliquent aux salariés en parcours emploi compétences? Nous avions également des questions sur le télétravail. Est-ce qu'il est possible d'embaucher un parcours emploi compétences qui sera en télétravail? Laurine, je vais répondre à cette série de questions-là, et puis du coup, je serai aussi rejointe par Madame Puy-Ségur. Alors, sur la question du télétravail, pour la dernière question de nouveau, c'est compliqué. C'est pas quelque chose qu'on vous recommande, notamment parce que encore une fois, c'est un parcours d'insertion. Donc, l'idée de l'insertion, c'est aussi de pouvoir apprendre à une personne à
les codes de la structure, en fait. Donc l'insertion, quand on est en télétravail, c'est toujours un peu plus compliqué. Il y a vraiment une question d'accompagnement qui doit être mise en place. Il y a vraiment une question de reprise de rythme, des codes. Enfin, il y a tout ça. Et donc, par conséquent, voilà, un salarié en PEC, le télétravail suppose une certaine forme déjà d'autonomie et de maîtrise du travail, ce qui n'est pas forcément le profil PEC type. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on recommande vraiment pas. Sur la question des fiscales, alors, chaque association a un peu ses propres taxes et ses propres restes à charge employeurs. Ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est prendre ce montant-là, donc par exemple les 80% que vous appliquez donc du coup au SMIC horaire brut, en sachant que le SMIC a été revalorisé là au 1er octobre. Vous l'appliquez et après vous avez votre reste à charge puisque les charges fiscales qui s'appliquent sont les mêmes pour un salarié en PEC que pour un autre salarié. Il y a eu les allègements Fillon qui ont été mis en place et donc par conséquent, voilà, si vous bénéficiez des allègements Fillon, vous bénéficiez de ces allègements-là. Donc ça dépend du nombre de salariés que vous avez dans votre structure et des charges habituelles que vous avez. Donc vous avez vos charges, vous avez le coût salarial habituel sur un SMIC et puis après vous enlevez juste 80% de ce SMIC horaire brut et vous avez votre reste à charge. On peut vous donner des moyennes, mais voilà, ça ne sera pas forcément parlant pour tout le monde, donc on vous préconise vraiment pour chaque employeur de faire cette démarche-là. Excusez-moi, juste peut-être une précision. Il est important de bien noter qu'on parle d'une prise en charge sur la base du SMIC, mais que pour un salarié en PEC, si une association applique une convention collective, elle doit appliquer les minima de la convention collective. Donc de bien le repréciser. Voilà. Mais oui, tout à fait. de se le redire tout à fait clairement. Oui, tout à fait. La convention collective, du coup, domine du coup le droit du travail à ce moment-là. Donc voilà, si elle est plus avantageuse, elle est plus avantageuse. Sur la question du droit du travail, après sur les congés, les assurances, enfin, le droit du travail s'applique. Enfin, c'est un salarié comme les autres. Hein. Donc voilà, c'est pareil pour ça. J'avais vu aussi qu'il y avait une question sur la question du renouvellement, donc avec les taux, les arrêtés préfectoraux qui seront différents, ça s'appliquera aussi au taux horaire. Voilà, j'ai bien entendu votre demande, Monsieur Cluzot, sur un renouvellement à taux fixe. C'est quelque chose que je ne peux absolument pas garantir, hein, mais on prend bien le point et on comprend que ça peut être un frein. Sachez que voilà, l'aide à l'insertion professionnelle, c'est en contrepartie d'eux, et donc c'est notamment en contrepartie des formations que vous pouvez prendre en charge. Donc, c'est pas présenté comme l'apprentissage sur tel coût de formation, telle aide. C'est pas compris comme ça, mais c'est compris comme une aide à du fait des parcours d'insertion que vous mettez en place. Voilà. Alors, il y avait une question qui concernait la durée de vie en fait, de l'association. Est-ce qu'une jeune association pouvait bénéficier d'un contrat PEC? Je dirais oui. En fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, en tant que prescripteur, on fait aussi une sorte de diagnostic de situation de l'entreprise d'accueil. Et notamment, ce diagnostic porte sur la capacité à pouvoir mettre en place un accompagnement, une formation interne ou externe, etc. Donc, à partir du moment où ce diagnostic est positif, il n'y a pas de nécessité d'avoir une association qui existe depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 1 mois, 2 mois. Voilà, c'est vraiment ça, la base de ce diagnostic est importante. Et il y avait aussi une question concernant le nombre de contrats PEC maximum, il me semble, je crois, Laurine, par structure. Alors, moi, je dirais qu'il n'y a pas de nombre maximum. Ce qui va limiter le nombre, c'est la capacité des tuteurs à pouvoir accompagner les personnes en contrat PEC. Mon collègue Yannick disait tout à l'heure, effectivement, on préconise pas plus de 3 contrats PEC suivis par le même tuteur. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, hein, finalement, voilà, le tutorat, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, c'est quelque chose d'un peu conséquent. Et si vous souhaitez faire les choses correctement, voilà, je pense que la limite, elle est là, en fait. Si vous avez plusieurs tuteurs possibles au sein de la structure, voilà, donc du coup, vous avez la capacité d'embaucher autant de PEC que vous avez de tuteurs possibles. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et sur la question, sur la question de l'ancienneté de l'association, c'est une des grosses différences avec le service civique. En effet, il n'y a pas de temps minimal, contrairement au service civique. Et également, autre différence avec la question du service civique, en plus du fait que les PEC sont évidemment un emploi et pas une mission d'engagement, hein, on est bien d'accord sur cette base-là, c'est le fait qu'il n'y a pas de formation pour les tuteurs, puisque du coup, le salarié, on considère que s'il connaît sa structure, il est en capacité d'accompagner le nouveau salarié dans cette structure-là en lui expliquant les codes de sa structure. Donc, il n'y a pas de formation de tuteur.
L'heure tourne malheureusement. Peut-être une dernière question, peut-être à Pôle emploi. Comment on fait pour venir vous voir et se renseigner ou mettre en place une embauche en parcours emploi compétences? Donc, Du coup, je vais soit... laisser Yannick répondre. Et voilà, très bien. Parce que voilà, enfin moi j'ai le cas tous les jours. Donc soit la structure a directement le numéro téléphone direct de la ligne entreprise et peut directement les contacter. Donc après tout dépend des horaires d'ouverture, mais sachez que dans toute la France on est ouvert aussi entre midi et 2. Ou alors à appeler le 39 95. Voilà les lignes employeurs et qui vont vous rediriger forcément vers le pôle emploi dont vous dépendez. Donc par rapport au service entreprise. Ou sinon, vous passez directement en agence, sachant que le matin, il y a des conseillers entreprises qui vous accueilleront sans rendez-vous pour répondre à vos questions. Tout à fait. Et même l'après-midi. Voilà, Oui, d'ailleurs. voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, il est 11h30. C'est extraordinaire. On a essayé, je crois, de répondre le plus largement possible aux questions posées. Peut-être que certaines n'ont pas eu toutes leurs réponses, mais on va vous envoyer de toute façon un mail avec le lien vers le webinaire que vous pourrez revoir pour analyser précisément tout ce qui a été dit, toute la richesse des informations données par les uns et par les autres, et avec également un certain nombre de ressources, de liens vers des ressources qui pourront sans doute vous permettre de trouver des réponses précises à vos questions. Et je crois que le message est clair aussi, n'hésitez pas à vous tourner vers Pôle emploi si vous avez encore vers votre agence Pôle emploi, si vous avez encore des questionnements que vous souhaitez vous lancer dans l'aventure du PEC. Il me reste à remercier encore une fois très sincèrement nos intervenants qui ont consacré du temps et de l'énergie à cette présentation. Il me semble qu'on a vraiment défriché de nombreux sujets. On voit que les questions sont quand même nombreuses de la part des associations sur la façon dont elles peuvent rentrer dans le dispositif. Donc, ça me semble important. Merci beaucoup à vous tous. Merci à tous nos auditeurs. Et il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Merci. Au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Merci. Au revoir.